buonasera a tutti. La conférence ce soir aura lieu en français et nous remercions avant tout de façon particulière le professeur Stefano Pilotto de l'université de Trieste qui est fermée au public en ce jour à cause du coronavirus et donc mais de toute façon il avait déjà prévu de venir ici, c'est pas qu'il est venu à Paris parce que l'université est fermée. Et donc nous le remercions particulièrement car il nous parlera ce soir d'un argument qu'en Italie fait encore un petit peu de discussion et donc c'est bien de discuter parce que je pense que pour la mémoire collective de tout pays, les discussions sont toujours positives, surtout si elles sont faites de façon tranquille et de façon documentée. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Mais je dois aussi remercier le journaliste Paolo Romani, que plusieurs parmi vous connaissent, qui est aussi vice-président de la Dante Alighieri et président de l'Italien Direct, qui modérera la soirée et donc posera des questions aussi au professeur Pilotto. Infine, last but not least, dirait les Anglais, il faut remercier beaucoup l'ambassade, parce que l'ambassade a organisé ce soir cette conférence où l'ambassadrice ou le conseil culturel nous avait promis de venir, et donc jusqu'à il y a 2 heures c'était confirmé. Malheureusement, à nouveau, pour le coronavirus, il y a des gros problèmes en ce moment. Je ne sais pas si vous savez, ils ont bloqué un bus à Lyon, etc. Il y a d'autres problèmes aussi que dans les écoles, qu'ils ne veulent plus accepter les étudiants italiens. Donc, tout d'un coup, il y a eu un gros problème. Donc, l'ambassade ne sera pas présente ce soir. Ils m'ont dit de les excuser beaucoup. Et en plus, il faut remercier l'ambassade parce que ce soir, elle nous avait préparé, et il est préparé parce que c'était déjà préparé d'avance, un cocktail à la fin de notre table ronde. Donc, j'invite tout le monde après à boire du prosecco, à manger des encas. Je pense que ça ne fera pas de toute façon mal pour le coronavirus. Voilà, donc nous sommes tous très intéressés d'écouter ce que le professeur Pilotto nous racontera. Et je dirais seulement une chose, j'avais connu dans le temps, parce qu'il était venu dans mon école en Italie, l'écrivain, l'auteur de Materada, qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, qui avait écrit un livre qui était devenu très important et qui racontait toutes ces histoires, parce que lui, avec sa famille, avait vécu à Materada. Materada, c'est un petit village de 300 personnes dans l'Istria, dont on parlera ce soir, et donc il a vécu toutes ces malheureuses histoires de la fin de la guerre jusqu'à 1954, quand par la suite les derniers Italiens ont dû émigrer après les accords internationaux sur le territoire A et B de Trieste. Mais cela dit, je passerai la parole à M. Romani, qui introduira la soirée, et par la suite à M. Pilotto. Merci. Bienvenue à tous. Et nous sommes très contents d'avoir avec nous le professeur Pilotto, qui connaît à fond le sujet dont nous allons parler, qui a écrit des articles et fait des conférences à ce sujet. Il y a eu très récemment, il a publié un article justement sur ce sujet dans Le Figaro, il y a 15 jours, n'est-ce pas? Donc si quelques-uns d'entre vous ont la curiosité de retrouver le journal et de le lire. Et ensuite, je précise que cette soirée est enregistrée et donc il sera possible de revoir le tout sur le site de l'Italie en direct. Et pour ceux qui sont là et qui voudraient le revoir, c'est très facile. Vous pouvez éventuellement, si ça vous intéresse, si vous pensez que ce débat a de l'intérêt, le conseiller à vos amis de regarder le site de l'Italie en direct. Voilà, c'est très, très utile. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le professeur Pilotto, dans ses interventions et dans ses écrits,
notamment dans cet article dont je vous ai parlé, qui a été publié il y a 15 jours, il y a 2 semaines dans le Figaro, le professeur Pilote a rappelé que la date du 10 février est devenue pour l'Italie le symbole d'événements très douloureux. Même à tel point que le président de la République, M. Sergio Mattarella, a dit que c'est le 10 février est le symbole di una sciagura nazionale, d'une tragédie nationale. Le 10 février, le jour de la mémoire, a été décrété en 2014, ou 2004, je crois. 2004. En 2004, c'est-à-dire presque 60 ans après les événements tragiques dont il est question et qu'on veut commémorer avec cette date. Le 10 février de 1947, c'est la date de la signature du traité de paix entre Rome, l'Italie, et les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et par ce traité, l'Italie a été obligée de céder une partie de son territoire, des régions entières, à la Yougoslavie. Par exemple, la Venezia Giulia, l'Istrie, Fiume, le Quarnaro et une petite partie de la Dalmatie. Le professeur Pilote a écrit que tous les pays, chaque pays a eu sa part de tragédie, de moments dramatiques, de malheurs. Mais le cas de l'Italie est un peu particulier dans la mesure où, pour toute une série de circonstances et de motivations que le professeur Pilote vous expliquera, sur cette tragédie, on a étendu un voile. Ça a été avec la complicité consciente ou inconsciente d'une bonne partie des forces politiques. On a tiré un rideau pendant plus d'un demi-siècle, et on a occulté et presque effacé de la mémoire collective la tragédie des communautés italiennes, c'est-à-dire plus de 300 000 personnes qui peuplaient les régions orientales de l'Italie et une partie de la Dalmatie. Et ces populations furent obligées de s'exiler et ils furent chassés par les Yougoslaves. Et quelques milliers d'entre eux, on ne connaît pas le chiffre exact, on parle de entre 3 000 et 10 000, furent pratiquement assassinés, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils connurent un sort bien pire que ceux qui avaient été forcés à s'exiler. Ils furent fusillés, noyés, et même, pour quelques-uns d'entre eux, précipités encore vivants dans les foibe. Alors, les foibe, le professeur Pilote vous dira ce que sont les foibe. Ce sont des sortes de puits très profonds, n'est-ce pas, c'est quelque chose de naturel, n'est-ce pas, dans la région karsique. Et donc, tomber dans une foibe, être jeté dans une foibe, signifie une mort certaine, parce qu'il est impossible de remonter. À part le choc, n'est-ce pas, quand on arrive en bas, c'est impossible de remonter. Alors, il faut observer aussi que les atrocités qui ont été le lot des miliciens communistes yougoslaves aux ordres de Tito représentèrent une vengeance, une sorte de réponse aux atrocités qui avaient été commises par les fascistes pendant la période de l'occupation de la Yougoslavie par l'Italie. Mais ceci dit, même les atrocités commises par le fascisme, par le Royaume d'Italie et par la République de Salò ont été en quelque sorte occultées
effacée de la mémoire collective. On n'a pas parlé pendant très très longtemps, on n'a pas parlé des camps de concentration où on enfermait les Yougoslaves indociles, les tortures, les exécutions sommaires des partisans communistes yougoslaves et même les camps d'extermination comme la sinistre rizière de San Sabbia près de Trieste. Il serait cependant réductif de considérer le sort réservé aux Italiens par les Yougoslaves tout de suite après la fin de la guerre, simplement comme une vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Naturellement, on a entendu dire, et on entend encore dire, qu'il est inutile de verser des larmes sur les Italiens qui ont été précipités dans les foibles, parce que on dit, après tout, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient, car c'était des fascistes. C'est pour cette raison, et que là, il faut toucher un autre problème douloureux, malgré que le voile ait été déchiré maintenant, et malgré tous les témoignages et tous les documents, à 60 ans de distance de la tragédie, il continue à exister une sorte de résistance idéologique et même du négationnisme. Un négationnisme qui a été stigmatisé par le président Mattarella, qui a souligné comment la persécution contre les Italiens qui avait été déchaînée par les partisans communistes de Tito dans les régions frontalières, cette répression qui a été présentée parfois comme une représaille contre les atrocités fascistes, eh bien, le président Mattarella a dit que ce fut un véritable nettoyage ethnique qui frappa de manière féroce et généralisée une population inerme et non coupable. Bien. Merci, M. Romani. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier monsieur le professeur Giacone pour son invitation et l'ambassade d'Italie pour avoir permis cette réunion ce soir. Vous avez bien introduit les sujets. Je me disais que maintenant, il ne faut pas faire la conférence parce que vous avez tout dit. Non, mais, non, mais il est bien vrai qu'il s'agit d'un sujet très douloureux pour l'histoire italienne. Il s'agit d'un sujet qui est douloureux pour un pays qui a perdu la guerre. Or, il est bien vrai que l'Italie était rangée du côté de l'Allemagne et que l'Italie a débuté dans une guerre mondiale. Enfin, l'Allemagne a débuté, mais l'Italie se rangeait à côté de l'Allemagne. Et puis, il y a eu les conséquences néfastes d'une défaite qui ont bien sûr accablé le peuple italien et qui ont évidemment aussi provoquer des conséquences extrêmement déchirantes. Alors, ce soir, à peu près 45 minutes, je vais essayer d'introduire le sujet, et puis on pourra, si vous le voulez bien, ouvrir un débat et répondre à des questions. J'imagine que parmi vous, il y aura peut-être des gens qui ont des origines italiennes, peut-être des origines de la Vénétie julienne, ou du Quarner, ou de l'Istrie, ou de la Dalmatie, ou qui peut-être aussi des personnes qui ont des origines yougoslaves et qui sont également sensibles à ces problèmes. Donc évidemment, moi je fais partie d'une école de pensée italienne, donc je vois cette histoire du point de vue italien, mais les historiens doivent être bien sûr neutres et présenter une histoire au-delà des sentiments émotionnels et évidemment de l'esprit de nation qui est présent dans chacun d'entre nous. Bien, alors tout d'abord, je vais rappeler le fait que depuis 2004, il y a eu une loi approuvée par le Parlement italien qui établit le jour du souvenir italien et qui est un jour qui a été identifié en la date du 10 février. Ce fut le jour où l'Italie signa le traité de paix en 1947 qui, en quelque sorte, clôtura la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une loi qui prévoit évidemment toute une série de débats, de colloques, de conférences, une mobilisation des esprits en Italie
afin de permettre à tous les Italiens de mieux connaître une partie de l'histoire qui a été souvent et très longtemps, comme M. Romani l'a dit, occultée et cachée par la classe dominante italienne. Et donc, on dit tout d'abord, c'est le jour du souvenir, parce qu'il faut conserver et renouveler la mémoire concernant la tragédie des Italiens, de toutes les victimes des Foibe, de l'Exode et des terres de l'Istrie, du Quarner et de la Dalmatie, dans un contexte bien plus complexe qui concerne les frontières de l'Est de l'Italie. Et ça, c'est évidemment une expression très importante, car tout n'est pas si simple. Et il faut mieux comprendre pourquoi on est arrivé jusque-là, quels ont été les événements qui ont précédé cette tragédie, et pourquoi. Car le devoir des historiens est de mieux comprendre les causes qui ont provoqué des résultats, et de présenter au public ces causes. Donc, dans le cadre de notre conférence, on va prendre un examen 6 points en général, donc à peu près l'évolution de l'histoire. Tout d'abord, après une introduction sur la Vénétie julienne, qui n'a rien à voir avec Venise, parce qu'il y a la Vénétie qui est la région de Venise, et puis il y a la Vénétie julienne qui est la région de Trieste et de l'Istrie. Donc la Vénétie julienne, le Quarner qui est la région de Rijeka, de Fiume, que M. Romani a évoqué, et une partie de la Dalmatie, car la Dalmatie est une grande région, et qui fait partie aussi de républiques illyriennes créées par Napoléon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Avant la Première Guerre mondiale, il faut mieux comprendre le fait qu'il y eut une longue attente du mouvement irrédentiste. C'était un mouvement patriotique italien qui fut créé dans la deuxième moitié du XIXe siècle, après le processus de réunification italien. Et il y avait évidemment l'ambition, le rêve romantique de permettre au nouveau État italien d'inclure à l'intérieur de ses frontières tous les territoires qui étaient peuplés par des Italiens. Et donc, voilà, on va voir ce premier point. Quand il y eut la proclamation du Royaume d'Italie le 17 mars 1861, il y avait encore des régions qui ne faisaient pas partie de l'Italie. Donc il y avait, vous voyez, la péninsule, en gros, mais il n'y avait pas les territoires de l'Est, la Vénétie, il n'y avait pas Rome, puisqu'il y avait l'État de l'Église, bien sûr, et puis il n'y avait pas, c'est ce qu'on appelait les terre irredente, c'est-à-dire Trento et Trieste, et l'Istrie et la Dalmatie, c'est-à-dire les régions qui étaient peuplées par des Italiens. Et le mouvement irrédentiste se foisonna après 1877, mais vous savez bien que la politique étrangère italienne prit une décision assez incompréhensible en 1882, quand le gouvernement italien décida de se joindre à l'Empire allemand et à l'Empire austro-hongrois dans le cadre de la Triple Alliance. Et ce fut une décision de politique étrangère. L'Italie voulait choisir une alliance pour mieux protéger ses propres intérêts, mais les grandes revendications de l'Italie étaient des revendications qui concernaient des territoires qui faisaient partie de l'Empire austro-hongrois. Donc comment pouvait-on obtenir des territoires si on était les amis des Autrichiens ? Et la gauche historique italienne, qui prit cette décision à partir de 1875, était une classe politique qui pensait qu'un jour, peut-être, après une politique d'entente à l'égard de l'Autriche-Hongrie, l'Autriche-Hongrie aurait pu faire un cadeau aux Italiens et leur octroyer ce territoire que les Italiens attendaient. Mais évidemment, c'était évidemment un leurre, et par voie de conséquence, il n'y eut aucune décision autrichienne à l'égard des Italiens. Et donc, cette politique étrangère avait échoué, dans la mesure où elle n'avait pas permis à l'Italie de pouvoir obtenir ce territoire. Et au XXe siècle, il y eut un moment où un événement dans les Balkans
C'était l'événement évidemment du 28 juin 1914, l'assassinat du prince héritier d'Autriche, Francis Ferdinand, à Sarajevo. Ce fut le moment où l'histoire présenta à l'Italie une option, l'option d'exploiter ce moment favorable, de dénoncer les traités de la Triple Alliance et de rentrer dans la Première Guerre mondiale à côté de la Triple Entente, c'est-à-dire de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. Et après 1914, l'Italie déclara sa neutralité et l'Italie fut l'objet de plusieurs messages diplomatiques de la part de la France, du Royaume-Uni, de la Russie, mais aussi de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Car tout le monde essaya en quelque sorte de séduire l'Italie et de conjurer la participation de l'Italie dans la Première Guerre mondiale dans le camp opposé. Mais l'Italie avait ouvert un jeu aux enchères à ce moment-là. Et l'Italie s'attendait à ce que l'Autriche puisse lui offrir ce territoire auquel l'Italie ambitionnait depuis très longtemps. Mais l'Autriche ne fit aucun pas positif à l'égard de l'Italie, sauf à la dernière minute, il y eut une offre de la part de l'Autriche-Hongrie, l'offre de la région de Trento, tout simplement la province de Trento. C'était tout ce que l'Autriche pouvait offrir à l'Italie au niveau diplomatique. Alors que la France, le Royaume-Uni et la Russie avaient décidé de tout offrir à l'Italie en cas de victoire. Donc l'Italie aurait obtenu tous les territoires de Terre Irredente, c'est-à-dire le Trentin, le Sud-Tyrol, c'est ce qu'on appelle l'Alto Adige en Italie, et puis Trieste, l'Istrie, le Quarner, la Dalmatie, et donc une région assez étendue de la Dalmatie. L'Italie était très heureuse de tout ça, et donc en 1915, l'Italie prit une décision importante et décida de rentrer dans la Première Guerre mondiale. Voilà la carte de l'Europe à la veille de la Première Guerre mondiale. On voit l'Italie qui était presque complète, mais il manquait encore les territoires Trento et l'Alto Adige ici, et Trieste, vous le voyez là, l'Istrie et la côte de la Dalmatie, qui était peuplée en gros par des Italiens. Pendant la Première Guerre mondiale, il y eut 5 fronts. Le front le plus important pour l'Italie était celui entre l'Italie et l'Empire austro-hongrois. Et pendant la guerre, l'Italie essaya pendant 11 longues batailles sur le fleuve Isonzo, qui se trouve ici dans le nord-est, bien sûr. Le fleuve Isonzo qui sépare en quelque sorte le royaume d'Italie de l'Empire austro-hongrois. 11 batailles très difficiles, au bout desquelles l'Italie réussit à obtenir quelques kilomètres carrés de territoire. Il y eut la conquête de la ville de Gorizia en 1916, mais pas Trieste. Trieste demeurait encore un objectif très dur à atteindre, dans la mesure où les défenses autrichiennes étaient très fortes. Et puis, en 1917, après avoir gagné 11 batailles dans la vallée de l'Isonzo à l'égard de l'Empire austro-hongrois, il y eut une défaite très douloureuse, la défaite de Caporetto. Au mois d'octobre 1917, les Italiens furent défaits par les troupes austro-hongroises et allemandes, puisque l'Italie avait déclaré la guerre également à l'Allemagne en 1916, et le déferlement de ces troupes à l'intérieur du territoire italien, les Italiens perdirent non seulement les territoires qu'ils avaient conquis après 11 batailles de l'Isonzo, mais aussi toute la région du Frioul et une grande partie de la Vénétie. Et à ce moment-là, il y eut la déroute des troupes italiennes qui se sentaient un peu découragées puisque les Allemands et les Autrichiens avaient réussi à faire des opérations d'infiltration à l'intérieur des lignes italiennes et ils avaient réussi à surprendre les troupes italiennes de l'arrière, et par voie de conséquence, il y eut un moment de grand découragement au niveau moral. C'était le moment bien sûr, d'incertitude. C'était l'automne 1917, il y avait en même temps, il y avait eu la révolution d'octobre en Russie, il y avait eu toutes les propositions de paix qui avaient été envoyées et par le pape Benoît XV et par plusieurs pays qui étaient entraînés dans les conflits. Donc c'était un moment où les troupes, et surtout les troupes qui étaient
stationnés au premier front étaient très fatigués après 4 ans de guerre et qui voulaient sans doute trouver une solution pour terminer le conflit. Mais c'était un moment terrible à ce moment-là pour l'Italie et le front fut établi sur le fleuve le Piave. Le fleuve Piave, qui était un fleuve, bien sûr, qui aurait permis la résistance pour éviter que les troupes ennemies puissent conquérir Treviso, Venise, Vicenza, Vérone, Brescia et peut-être Milan, parce que l'ambition des Autrichiens était de revenir aux conquêtes du 19e siècle, bien sûr. C'était au moment où Milan et Venise faisaient partie de l'Empire autrichien. Donc c'était le moment absolument favorable pour mener à bien cette tâche militaire et diplomatique. Mais il y a eu cette résistance héroïque sur le fleuve Piave à ce moment-là. Tout d'abord, la bataille pour arrêter le déferlement de troupes ennemies en Italie, donc au début du mois de novembre 1917. Et puis, la bataille la plus importante, c'était la bataille du mois de juin 1918. C'était le moment où les Autrichiens et les Allemands pensaient pouvoir gagner la guerre. Et c'était le moment, juste après la défaite de l'Empire russe, parce que après la révolution bolchevique, les Russes, Lénine et Trotsky, décidèrent de signer un traité à Brest-Litovsk le 3 mars 1918, et donc il n'y eut plus de combat sous le front oriental. Et par voie de conséquence, les Allemands et les Autrichiens purent transporter leurs troupes du front oriental au front occidental, c'est-à-dire en France, dans le Champagne, et en Italie. Et pendant l'été 1918, ils avaient pensé mener une offensive susceptible de permettre la victoire. Et là, il y eut 2 grandes résistances, et en France et en Italie en même temps. C'était la bataille du mois de juin 1918, où les Italiens réussirent à résister aux attaques autrichiennes, les Autrichiens qui voulaient passer le fleuve Piave et conquérir le territoire italien. Et là, on avait changé de gouvernement. M. Boselli avait laissé la place à Vittorio Emanuele Orlando et le commandant en chef des armées italiennes, M. le général Cadorna, laissait la place au général Armando Diaz. Et là, ce qui est très intéressant, c'était le moment le plus difficile pour l'Italie. En fait, le salut de l'Italie vint du sud de l'Italie. Car le nouveau responsable et du gouvernement, M. Vittorio Emanuele Orlando, qui était sicilien, et de l'armée, M. Armando Diaz, qui était napolitain, viennent du sud. Alors là, on a en Italie l'esprit du nord et l'esprit du sud. L'esprit du sud est plus ouvert, plus optimiste, parfois plus fort. Et là, M. Armando Diaz pu réorganiser les forces armées italiennes. Il eut le moment où il rappela aux armes la génération 99, c'est-à-dire les garçons de 18 ans, 19 ans, qui laissèrent leur sang sur les pierres du fleuve Piave pour sauver la patrie. Et c'était le moment très important, au mois de juin 1918, où les Italiens signèrent l'une des pages les plus importantes de notre histoire. Et les sangs qui avaient été, bien sûr, versés par les Italiens et à Caporetto en 1917 et sur le fleuve Piave en 1918 étaient justement, les sangs du Piave étaient conçus comme les sangs qui avaient permis d'effacer la honte de Caporetto, c'est-à-dire de cette défaite de 1917. Bien, et juste après tout cela, après la résistance sur le fleuve Piave en juin 1918, il y eut finalement la défaite des armées allemandes à l'ouest et autrichiennes à l'est, et les Italiens purent réoccuper toute la surface qu'ils avaient perdue. Et c'était le moment où aussi un bateau très important, qu'on appelait Audace,
rejoint Trieste. Aujourd'hui, ceux qui connaissent Trieste connaissent qu'il y a quand même le quai Audace qui remonte à l'époque où ce bateau avait porté le drapeau tricolore italien sur la grande place de Trieste, la place de l'unité d'Italie. C'était un moment très important, évidemment, du point de vue moral. C'était un moment très important pour l'Italie, car l'Italie pouvait réobtenir les territoires auxquels les Italiens avaient aspiré depuis très longtemps. Et donc, c'était en quelque sorte la conclusion du processus du Risorgimento italien, c'est-à-dire de ce mouvement patriotique dont le but était celui de créer un État national italien à l'intérieur duquel tous les Italiens pouvaient vivre. Et le moment où Trento et Trieste rejoignirent la patrie italienne était un moment aussi très important. Mais au moment du traité de paix, le traité de paix après la Première Guerre mondiale, il fallait donc rendre à l'Italie tous les territoires qui avaient été promis par la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et vous voyez, cette ligne rouge que l'on voit là est la ligne qui nous montre quels auraient dû être les territoires qui devaient passer à l'Italie. Et or, après le traité de paix, c'est-à-dire le traité de Saint-Germain-en-Laye entre l'Empire austro-hongrois et les pays qui avaient gagné la Première Guerre mondiale, et après le traité de Rapallo en 1920 entre l'Italie et le nouveau royaume des Serbes, de Croates et de Slovènes, seulement les territoires marqués par la couleur verte passèrent à l'Italie. Et donc, vous voyez, il y a une ville importante qui est Zara, qui est là, Zadar, en langue croate, mais l'Italie obtint ces îles, Cherso, Lucino, non la ville de Rijeka de Fiume, parce que cette ville n'était pas considérée dans le cadre des accords secrets de Londres du 26 avril 1915. C'était les accords secrets qui avaient permis à l'Italie de choisir, d'entrer dans le conflit à côté de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. Mais l'Italie n'obtint pas toutes ces îles-là et toutes ces régions antérieures. La région où il y avait Ténine, qui était une forteresse vénitienne, il faut considérer que tous ces territoires-là étaient d'abord, bien sûr, faisaient partie de l'Empire romain, à l'époque ancienne, et puis ensuite, après le XIIIe siècle, faisait partie de la République la Sérénissime de Venise. Donc c'était des territoires qui étaient largement peuplés par des Italiens depuis plusieurs siècles. Donc il y a un peu moins. Et ceci permit aux nationalistes italiens, dont le fascisme se nourrit à cette époque-là, de revendiquer une victoire mutilée. C'est-à-dire l'Italie avait obtenu moins par rapport aux promesses. Et donc l'Italie se sentait un peu trompée par les Alliés et par les conclusions des traités de paix. Et donc le fascisme avait comme ambition celle de pouvoir récupérer aussi les territoires que l'Italie n'avait pas obtenus après la Première Guerre mondiale. Il y a eu la dissolution de l'Empire austro-hongrois, un très grand empire, l'un des plus grands empires européens de l'époque moderne et contemporaine. Et il y a eu également en 1919 le mouvement nationaliste dont le poète italien Gabriele D'Annunzio fut un peu le symbole pour la conquête de la ville de Fiume, de Rijeka. Parce que Fiume était peuplé largement par des Italiens. Les nouveaux principes après la Première Guerre mondiale du président des États-Unis, Woodrow Wilson, prévoyaient que le territoire qui était peuplé par les citoyens devait appartenir à leur propre nation, s'il y avait une majorité. S'il y avait des doutes, il fallait organiser des plébiscites. Eh bien, à Fiume, il y a eu un plébiscite en 1918 et qui avait sanctionné une grande majorité italienne dans la ville. Donc, D'Annunzio fut un peu l'artisan de cette idée qui prévoyait le droit et le devoir de conquérir Fiume pour réunir Fiume à l'État italien. Et il réussit en 1919. Il y eut une occupation d'un an, à peu près d'un an, entre le mois de septembre 1919 et le mois de janvier 1921. Mais après la signature du traité de Rapallo, le 12 novembre 1920, l'État italien se mit d'accord avec le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, et donc pas de Fiume. La région de Fiume fut considérée comme
un corpus separatum, comme on dit en latin, c'est-à-dire une partie séparée qui aurait dû être administrée par une administration locale avec la supervision de la Société des Nations. Et ceci fut établi à partir de 1920. Et en 1924, il y eut un accord entre l'Italie et le royaume de Serbie, Croate et Slovène. Il y eut le partage de la région de Fiume. Toute la région à l'intérieur passa à la Yougoslavie et la région sur la côte, la ville de Fiume et le port, à l'Italie. Donc il y a eu ce partage qui aurait ensuite aussi envenimé les relations entre l'Italie et la Yougoslavie, puisque la Yougoslavie considérait que l'Italie avait obligé les Yougoslaves à renoncer à une partie importante de Fiume. Mais l'Europe, après la Première Guerre mondiale, était une Europe largement différente par rapport à l'Europe qui l'avait précédée. Il y a eu tout un tas de nouveaux États qui avaient été créés sur les décombres de 4 empires qui s'étaient écroulés, c'est-à-dire l'Empire austro-hongrois, l'Empire russe, l'Empire allemand et l'Empire ottoman. Et l'Italie avait obtenu une bonne partie des territoires qu'elle attendait, donc c'était un pays assez satisfait, même s'il y avait cette épée de Damoclès représentée par la victoire mutilée qui aurait été exploitée par le fascisme. Dans la période de l'entre-deux-guerres, quelle a été la politique italienne? Ça a été une politique de nationalisation de territoires que l'Italie avait acquis après la Première Guerre mondiale. Donc une politique d'italianisation. Et on avait changé le nom de famille. On avait obligé les citoyens de territoires que l'Italie obtint après la Première Guerre mondiale de parler la langue italienne. Ceci n'était pas très douloureux pour les populations italiennes qui vivaient en Istrie, en Dalmatie, mais était bien sûr douloureux pour les populations yougoslaves qui voulaient garder leur propre spécificité et leur identité culturelle et linguistique. Donc il y a eu une politique, la politique fasciste n'était pas une politique souple, c'était une politique assez dure, et donc ceci créa les préalables pour un conflit culturel entre les populations slaves qui vivaient dans les territoires de l'Est et les populations italiennes. Et puis il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, l'Italie se rangea aux côtés de l'Allemagne, qu'on sait bien, et puis donc à partir de 1940, l'Italie entre en guerre à côté de l'Allemagne. Il y a eu toutes les invasions possibles entre 1939 et 1941-42. L'Allemagne qui avait envahi la Pologne et l'Union soviétique qui avait envahi également la partie orientale de la Pologne. Puis ensuite l'invasion du Danemark, de la Norvège, l'invasion de la Belgique, des Pays-Bas et de la France en 1940. Et puis ensuite, en 1940, l'Italie de l'Albanie avait attaqué la Grèce. Et en 1941, il y a eu l'invasion de la Yougoslavie de la part de l'Allemagne et de l'Italie. Et l'invasion de la Yougoslavie représenta le début d'un nouveau chapitre de l'histoire, c'est-à-dire un véritable conflit entre les Italiens et les Allemands d'un côté et les Yougoslaves de l'autre. Et puis il y a eu, en mois de juin, le 22 juin 1941, l'invasion de l'Union soviétique de la part de l'Allemagne. En 1942, l'Italie et l'Allemagne étaient maîtres, pays maîtres de l'Europe, surtout de l'Europe centrale et orientale. Et là, pour ce qui concerne la Yougoslavie, les décisions des Allemands et des Italiens furent très simples. Il y eut en quelque sorte la destruction, la désintégration de la Yougoslavie, puisqu'il y eut une toute petite Serbie qui était contrôlée par les Allemands, le Monténégro contrôlé par les Italiens, les Allemands qui avaient étendu leur contrôle sur la partie septentrionale de la Yougoslavie, et l'Italie qui avait élargi et étendu son contrôle à d'autres régions yougoslaves, notamment la région de Ljubljana, et vous voyez les territoires sur la côte et dans les bouches de Cattaro aussi. Et là, c'était un peu les annexions qui correspondaient un peu aux ambitions qui avaient été frustrées après la Première Guerre mondiale. Mais là, il y a eu évidemment une politique ouverte de conflit entre les Allemands d'un côté, les Allemands et les Italiens d'un côté, et les populations yougoslaves de l'autre. Quand les Allemands avaient attaqué l'Union soviétique, il y eut le début d'un mouvement de résistance, bien sûr, en Yougoslavie. Vous voyez qu'il y avait un grand État croate qui avait été créé par les Allemands et par les Italiens,
Et cet État croate était géré par Ante Pavelić, qui était le chef du mouvement Ustashi croate. C'est un mouvement fasciste qui était l'allié de l'Italie et de l'Allemagne. Donc les Croates obtinrent un territoire très vaste et à détriment des Serbes et des autres populations de la Yougoslavie. Donc les Croates étaient les alliés des Italiens et des Allemands. Mais il y avait les opposants serbes qui étaient fidèles à la monarchie serbe de Karađorđević, c'est-à-dire les Četnici qui luttaient et contre les Croates Ustashi, et contre les Italiens, et contre les Allemands. Et c'était le général Draza Mihailović qui était le chef de ce mouvement de Četnici. Et puis il y avait les communistes yougoslaves, dont le chef était Josip Broz Tito. Et au début, les puissances alliées qui luttaient contre l'Italie et contre l'Allemagne avaient misé sur Draza Mihailović, c'est-à-dire sur le mouvement des Četnici yougoslaves, pour mener à bien toute une lutte de résistance à l'égard des Italiens, des Allemands et des Ustashi. Mais finalement, ce fut Tito qui obtint de grands résultats au moment où il avait entamé cette lutte de résistance. Tito avait organisé sa résistance dans la région de la Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, les étudiants qui participent au voyage dans les Balkans que j'organise tous les ans pour visiter cette région absolument intéressante, peuvent visiter le musée qui existe à Jajce, qui est une petite ville au cœur de la Bosnie-Herzégovine, où il y a encore le quartier général où Tito avait organisé la résistance à l'égard des Allemands et des Italiens. Ce sont des visites très intéressantes, car le génie de Tito était celui de savoir combattre au milieu des collines et des montagnes de la Bosnie-Herzégovine. Donc la connaissance profonde du territoire était un peu le tournant positif pour la victoire de Tito. Donc là, on voit les territoires acquis par les Italiens pendant la Deuxième Guerre mondiale. On voit également l'extension de l'Albanie. Et l'Albanie avait inclus dans sa souveraineté une partie importante aussi de la Serbie, c'était le Kosovo, qui est une région très importante dont on parle aujourd'hui aussi, parce qu'il y a eu une grande crise dans les Balkans dans les années récentes. Voilà donc la situation. Mais dans la deuxième partie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un grand tournant. Il y a eu la chute du fascisme. En 1943, il y a eu le débarquement des forces alliées de l'Afrique en Sicile. Il y a eu la reconquête lente des troupes anglo-américaines du sud de l'Italie et l'invasion de l'Italie de la part des Allemands. Parce que le 25 juillet, il y a eu la chute du fascisme, Mussolini fut mis en arrestation par le roi Victor Emmanuel III. Son successeur, le maréchal Badoglio, déclara que la guerre continuait officiellement aux côtés de l'Allemagne, mais l'Italie en secret entama des négociations avec les pays alliés pour parvenir à la signature d'un armistice. L'armistice fut signé le 3 septembre 1943, mais il fut déclaré le 8 septembre 1943. Et à ce moment-là, les Allemands se sentaient un peu trahis par les Italiens, puisqu'il y avait ce pacte d'alliance très connu, qui était le pacte d'Acier, qui prévoyait que les deux parties qui avaient signé ce pacte n'auraient pas pu signer une paix séparée sans consulter son propre pays allié. Alors que les Italiens avaient fait tout ça en cachette, sans bien sûr consulter les Allemands. Donc quand les Allemands apprirent qu'il y avait eu la signature du traité de l'armistice le 8 septembre 1943, ils réagirent de façon très violente. Et Mussolini fut libéré par les Allemands du Gran Sasso. Après, ça c'est la nuit du 24 et 25 juillet 1943, où le Grand Conseil du fascisme décida d'interrompre sa confiance à Mussolini et de rendre au roi le contrôle complet des forces armées. Donc il y a la destitution de Mussolini, qui fut ensuite incarcéré aussi dans le refuge du Gran Sasso en Italie. Il fut libéré par les Allemands au mois de septembre 1943. Il fut amené en Allemagne. En Allemagne, il créa
ce que M. Romani appelait d'abord la Repubblica di Salò, qu'on appelle la République sociale italienne. C'est-à-dire la République sociale italienne qui se rangea à côté de l'Allemagne et qui dit non, on continue le combat à côté des Allemands contre les puissances alliées. Et contre le gouvernement italien et le roi qui s'était enfoui de Rome à Brindisi dans le sud, dans le Pouille, et qui s'était rangé du côté des pays alliés. Donc, entre le 8 septembre 1943 et le 13 octobre 1943, les soldats italiens qui étaient déployés dans les territoires aussi de la Yougoslavie, dans les territoires en Russie, etc., ils apprirent qu'ils étaient passés du côté de l'Allemagne aux côtés des puissances alliées. Donc il y eut un moment absolument de grande confusion et qui produit évidemment aussi des massacres, comme on sait, Cefalonia et tout ce qui s'est passé dans cette période tragique. Donc, et les Allemands, qui avaient envahi l'Italie, avaient occupé le nord-est de l'Italie. Ils avaient déclaré 2 zones d'opération armées dans le nord-est de l'Italie, c'est ce qu'on appelait les Préalpi, c'est-à-dire Bolzano, Trento et Belluno, et ce qu'ils appelèrent le Adriatische Küstenland, c'est-à-dire le littoral adriatique, donc Udine, Gorizia, Trieste, l'Istrie et la Dalmatie. Donc le grand commandant, le commandant allemand Rainer s'installa à Trieste dans le château de Miramar, qui est un château très beau. Bien sûr, les commandants ils choisissent toujours des résidences prestigieuses, mais il y eut 2 ans d'occupation allemande de Trieste avec bien sûr le soutien de la République sociale italienne qui n'était plus maître de la situation, puisque c'était les Allemands à ce moment-là qui conduisaient le jeu. Et M. Romani a évoqué la Risiera di San Sabba, qui était une prison qu'on considère un champ d'extermination à Trieste. C'était une prison de la Gestapo qui avait été gérée par les Allemands entre 1943 et 1945 et pour lutter contre, bien sûr, les partisans yougoslaves et contre les partisans italiens qui soutenaient les partisans yougoslaves, c'est-à-dire les communistes qui s'étaient rangés contre les Italiens et contre les Allemands. C'était un moment très triste. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Istrie à ce moment-là? Avant l'arrivée des Allemands, entre, par exemple, la signature, la chute du fascisme le 25 juillet 1943 et l'arrivée des Allemands au mois de septembre-octobre 1943, les partisans yougoslaves avaient commencé à reconquérir une partie du territoire et exercer des violences contre les populations italiennes qui étaient considérées comme des populations tout à fait ennemies. Et là, il y a un symbole d'une jeune fille italienne, Norma Cossetto, qui était une fille de 23 ans, qui vivait ici en Istrie, à Visinada, qui est un petit pays qui se trouve à l'intérieur de l'Istrie, et qui fut un peu l'exemple de ces violences qui se manifestèrent au mois d'octobre 1943 par les troupes partisanes yougoslaves communistes. Et ces troupes ont commencé à se venger contre les Italiens. Ils considéraient tous les Italiens comme des fascistes, même ceux qui vivaient là depuis des siècles et qui faisaient partie d'une nation, qui était la nation italienne. Bien sûr, il y avait une partie qui était bien sûr fasciste, car à l'époque du fascisme, presque tous les Italiens étaient fascistes. On ne peut pas dire qu'il y ait eu une grande résistance au fascisme pendant le fascisme. Il y a eu une résistance, mais qui n'a pas été une résistance de taille, puisque cette résistance était partie à l'étranger. Les frères Rosselli étaient à Paris, en France, il y en a eu d'autres. Mais la résistance italienne commença à se manifester en 1943, quand il y eut d'un côté la création de la République sociale italienne, fasciste, à côté des Allemands, et avec des divisions armées comme la Decima Flottiglia Mas ou la division de Monterosa, qui étaient un peu les divisions, les corps d'élite de la République sociale italienne, mais de l'autre côté, la résistance souvent socialiste, communiste, italienne, mais aussi la résistance tout simplement antifasciste qui s'est manifestant dans plusieurs régions italiennes, et notamment dans le nord. Parce qu'au fur et à mesure que les troupes alliées remontaient la péninsule italienne, la résistance s'est manifestée dans le nord, là où il y avait bien sûr le contrôle des Allemands et de la République sociale italienne. Donc il y a eu une véritable guerre civile en Italie. Il est fort probable que parmi chaque
qu'à l'intérieur de chaque famille italienne, il y a eu des représentants de ceux qui avaient lutté du côté de la République sociale italienne ou bien du côté de la résistance. Et plusieurs familles étaient déchirées puisqu'il y avait un oncle qui était d'un côté, un grand-père de l'autre, un frère de l'autre côté, et donc c'était les familles qui étaient complètement divisées et qui durent supporter les blessures de cette guerre civile. Donc la résistance qui avait créé des régions dans lesquelles la résistance s'organisait, surtout sur les montagnes, et qui attaquait les forces allemandes, les forces italiennes de la République sociale italienne. Donc en 1944, il y eut la remontée, après le passage de Monte Cassino par les troupes alliées, Rome, la libération de Rome au mois de juin 1944, 2 jours avant le débarquement en Normandie. Les 4 juin, la libération de Rome, le 6 juin, le débarquement en Normandie, et la remontée en Italie centrale. Il y a eu ensuite l'arrivée des troupes de l'armée rouge soviétique aussi en Europe centrale orientale, et la résistance yougoslave menée par Tito commençait à obtenir beaucoup de succès à l'égard des Allemands, des Italiens et des Croates oustachis. À la fin de cette période, après la multiplication des mouvements de la résistance en Italie, et aussi après des moments très sanglants, puisqu'il y a eu par exemple à l'intérieur de la résistance des moments d'incertitude. À côté de Trieste, il y a les Malghe Porzus qu'on peut visiter, où le 7 février 1945, il y eut un règlement de compte entre les résistants italiens de gauche, c'est-à-dire les résistants communistes, les partisans communistes, et les partisans qui avaient une inspiration chrétienne. Il y avait 2 âmes dans la résistance italienne, c'était surtout les socialistes communistes qui se rangeaient à 100% du côté des Yougoslaves de Tito, et il y avait des résistants italiens qui étaient largement antifascistes, mais qui voulaient entamer un dialogue avec les forces fascistes et qui ne voulaient pas de régime communiste après la guerre. Donc là, il y a eu également un moment d'incertitude, et il y a tous les noms de ceux qui furent exécutés par les communistes le 7 février 1945 dans les Malghe Porzus. Et après tout cela, il y a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la défaite italienne, l'occupation des forces yougoslaves des territoires orientaux italiens et de la ville de Trieste. C'était le moment le plus sombre. Le moment le plus sombre, car les troupes alliées arrivèrent à Milan le 25 avril 1945, fin de la guerre en Italie. L'armée rouge arriva la première à Berlin et hissa son drapeau rouge sous le Reichstag à Berlin. Les Américains, les Anglais et la France libre, la France libérée, la France de Gaulle, qui également s'était orientée vers l'Allemagne. Et là, les troupes yougoslaves de Tito, qui avaient considéré Trieste comme l'objectif, l'enjeu de leurs opérations. En langue yougoslave, ils dirent Trst je naš, ça veut dire Trieste est notre. Et là, il y a un mystère, car les troupes alliées arrivèrent à côté de Trieste et s'arrêtèrent entre Monfalcone et Duino, à quelques 20 km de Trieste, et ces troupes attendirent que les troupes yougoslaves puissent faire leur entrée dans Trieste. Est-ce qu'il y avait eu un accord secret? Pourquoi cela se produit? Et quelle était la raison de tout cela? Tito voulait Trieste, voulait annexer Trieste. Trieste devenait une grande ville, un grand port, une ville qui a une position stratégique très importante. Et il y a eu l'occupation de Trieste dans la nuit entre le 30 avril et le 1er mai 1945, alors que la guerre s'était terminée dans le reste de l'Italie. Et la guerre allait se terminer aussi en France, puisqu'il y aurait eu l'armistice le 8 mai 1945 à Reims et le 9 mai à Pankov. Donc il y a eu la reddition inconditionnelle de l'Allemagne signée en France, d'un côté, face aux alliés occidentaux, et à côté de Berlin, face aux soviétiques. Mais la guerre ne se termina pas à Trieste, parce qu'il y a eu l'occupation de 42 jours d'occupation yougoslave à Trieste. Ils furent maîtres de la ville, et là, il y eut les exécutions, les massacres, le nettoyage ethnique dont M. Romani avait parlé tout à l'heure. Il y avait eu la décision fondamentale de
de réduire la présence ethnique et culturelle italienne dans la ville de Trieste, dans l'Istrie, dans le Kvarner et dans la Dalmatie. Car tous ces territoires auraient dû faire partie de la nouvelle République fédérale socialiste yougoslave de Tito. Et voilà, on a tous les documents qui témoignent de ces 42 jours, bien sûr les symboles du communisme, Trieste qui devait s'adapter immédiatement aux lois du communisme yougoslave. À l'heure de Belgrade, on avait changé l'heure à Trieste d'une heure parce qu'il fallait adapter Trieste à l'horaire yougoslave de Belgrade. Il y avait le moment où tout cela s'est produit et c'était le moment terrible où les populations italiennes, que d'un côté avaient débuté leur insurrection parce qu'il y avait les comités de libération nationale italiens qui étaient antifascistes et donc qui étaient très heureux de défaire les Allemands et les Italiens fascistes de Trieste pour entamer une république démocratique et qui avait accueilli les Yougoslaves en pensant que ces Yougoslaves étaient les alliés antifascistes dont il fallait, bien sûr, avec lesquels il fallait coopérer. Et puis ils changèrent d'avis. Quand les Yougoslaves, après toutes les ordonnances qui furent bien sûr adoptées pendant cette période, et les Yougoslaves, et je vais très rapidement là, ils commencèrent à exterminer les Italiens dans les foibe. M. Romani a dit, bien sûr, les foibe, ce sont des trous naturels dans le terrain du Carso, tout autour de Trieste. Ce sont des trous qui sont très profonds, 100, 200, 300 mètres de profondeur. Et en général, il y avait les rafles de la part des Yougoslaves. Ils prenaient 40, 50, 100 Italiens. Ce n'était pas que de soldats italiens. C'était des Italiens, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Et même ceux qui s'étaient rangés dans le camp antifasciste, parce qu'ils étaient italiens. Donc il fallait éliminer les Italiens. Ce n'était plus une lutte idéologique du communisme contre le fascisme. C'était une lutte ethnique. Il fallait réduire la présence ethnique italienne dans ce territoire et il fallait bien sûr permettre le passage de ce territoire dans la nouvelle République socialiste yougoslave. Quand les Yougoslaves se retirèrent de Trieste le 12 juin 1945, il y eut des manifestations, bien sûr, de liesse à l'intérieur de la population italienne. Qui est-ce qui avait sommé les Yougoslaves de quitter Trieste? C'était les Anglo-Américains, notamment les Américains. Puisque les Anglo-Américains avaient dit à Tito que Trieste n'aurait dû pas être une ville yougoslave. Mais ceci, pas pour aider les Italiens, mais parce que les Anglo-Américains avaient besoin du port de Trieste pour ravitailler leurs troupes qui étaient déployées en Autriche et en Allemagne. Il ne faut pas oublier qu'après la Deuxième Guerre mondiale, après toutes les définitions concernant les frontières, et je reviens sur ça, mais je voudrais voir un moment les nouvelles frontières après la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne était divisée en 4 zones, la zone soviétique, la zone anglaise, la zone française et la zone américaine, et l'Autriche de même. Et donc Trieste était le port le plus proche pour ravitailler ses troupes, surtout en Autriche. Donc il ne fallait pas que les Yougoslaves contrôlent Trieste, il fallait que Trieste soit une ville libre, accessible par les Anglo-Américains, afin de ravitailler leurs troupes qui étaient déployées en Autriche et en Allemagne. Voilà donc quelle a été en quelque sorte la chance des Italiens de Trieste, parce qu'il y avait eu le moment où les Américains avaient lancé un ultimatum à Tito. Soit vous quittez la ville de Trieste tout seul, soit on sera forcé de reprendre les armes pour vous chasser de Trieste. Et Tito appela Staline pour dire « Que dois-je faire ?» Et Staline lui dit « Je ne suis pas en état de vous soutenir, il vaut mieux quitter la ville de Trieste. » Et c'était le 12 juin 1945. Et là, il y eut le début des négociations pour le traité de paix. Et les Anglo-Américains étaient bien plus généreux à l'égard des Italiens par rapport, bien sûr, aux Yougoslaves et aux Soviétiques. Si on voit la péninsule de l'Istrie et la ville de Trieste, alors les Américains et les Anglais auraient tracé la nouvelle frontière de ce côté-là, en permettant à l'Italie de garder la souveraineté sur toute la côte de l'Istrie, sur Trieste et sur le reste du territoire. Mais les Yougoslaves et les Soviétiques souhaitaient annexer toute la région de l'Istrie et Trieste jusqu'au fleuve Isonzo.
dont on a parlé à l'époque de la Première Guerre mondiale. Donc il y avait une grande division, un grand décalage entre la proposition des Anglo-Américains d'un côté et la proposition des Yougoslaves et des Soviétiques de l'autre. Et au milieu, il y eut la diplomatie française. Georges Bidault qui proposa un compromis, le compromis Bidault. Il dit, bah, écoutez, alors non, on va laisser aux Yougoslaves toute l'Istrie et on va créer à l'intérieur un territoire libre de Trieste qui sera géré par l'Organisation des Nations Unies. Et puis voilà, comme ça, les Anglo-Américains pourront également utiliser le port de Trieste et on va trouver une solution de compromis. Et ceci fut la solution prise par ceux qui signèrent le traité de paix. Et De Gasperi, qui était le représentant italien, le futur Premier ministre, le chef du gouvernement provisoire, le représentant le plus important de la démocratie chrétienne italienne, quand il se rendit à Paris pour participer à la conférence de paix, il dit de façon tout à fait ouverte, en prenant la parole devant vous, mesdames et messieurs, je sens que tout, sauf votre amabilité personnelle, est contre moi et contre nous, parce que l'Italie avait perdu la guerre. Il y eut une tentative de la part de la diplomatie italienne de réduire les conséquences néfastes d'une défaite pendant les guerres mondiales en présentant le concours que l'Italie du Sud, l'Italie qui s'était rangée du côté des Alliés, le concours qui avait permis une victoire peut-être plus rapide à l'égard des Allemands et des fascistes italiens. Mais ceci ne fut pas reçu par les puissances victorieuses. L'Italie est un pays qui avait perdu la guerre et par voie de conséquence, l'Italie devait accepter toute une série de pertes de territoire très douloureuses. Voilà donc ce qui s'est passé à ce moment-là. Et avant la signature du traité de paix, il y eut également des phénomènes déchirants. C'est-à-dire, quand la guerre s'était complètement terminée, en 1946, ça c'est la baie de la ville de Pola, en Istrie, qui est une ville romaine où il y a un amphithéâtre qui ressemble au Colisée, magnifique, qui était une ville qui se trouve au milieu d'une baie, qui est une baie qui permet de protéger la flotte navale. Et donc c'était la ville romaine, la ville vénitienne et la ville autrichienne. Même l'Autriche, il y a toujours là le palais du commandement naval autrichien, à l'époque où Pola était autrichienne. Et puis, c'était une ville italienne. Et à Vergarolla, à côté de Pola, le 18 août 1946, alors que les Italiens étaient là pour participer à des jeux, à des compétitions dans la mer, il y eut plusieurs explosions de mines. Et ce fut un massacre. Plus de 100 personnes furent complètement déchirées par ce massacre, dont des enfants de 3, de 5 ans, de 10 ans. Et ça a été l'attentat le plus sanglant à l'égard des Italiens. Pola était une ville italienne. Il y avait 60 000 personnes à Pola. Et après cet attentat, bien sûr organisé par le service secret de l'armée communiste yougoslave, qui était un attentat visant les Italiens et dont le but était celui d'encourager le départ des Italiens avant la signature du traité de paix. Donc Pola est in lutto, Pola est en deuil, bien sûr. Aujourd'hui à Pola, il y a toujours une pierre qui nous permet de remémorer, de nous rappeler de ce massacre du 18 août 1946 à 13h. Et là, il y a le médecin Geppino Micheletti qui était le médecin chef de l'hôpital de Pola, et ça a été un héros. C'était un médecin italien qui, après l'explosion de Vergarolla, a travaillé pendant 24 heures sans arrêt, tout en ayant eu la nouvelle que 2 de ses enfants avaient été tués à Vergarolla, des enfants de 5 et 9 ans. Et il a continué à travailler sans arrêt pour aider tous ceux qui se trouvaient dans des conditions désespérées. Bien, et dans une interview qui a été faite
en 1991, Milo Mangilas, qui était le bras droit de Tito, avait en quelque sorte admis qu'il fallait induire les Italiens à partir avec toutes sortes de pressions. Et ainsi, nous exécutèrent les ordres de Tito. Toutes sortes de pressions, ça veut dire les attentats, les violences, et justement, le traité de paix fut signé le 10 février 1947, et l'Italie dut accepter la perte des territoires orientaux. Le ministre des Affaires étrangères, Pietro Nenni, qui était le chef du Parti socialiste italien, qui était bien sûr quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le nationalisme italien, le fascisme. Quelques jours avant la signature du traité de paix, dans une lettre envoyée à toutes les délégations diplomatiques italiennes, il dit « Le traité, en ce qui concerne les clauses territoriales, affecte la conscience nationale italienne, urta la coscienza nazionale ». C'était un moment très dur pour l'Italie et pour ceux qui avaient lutté contre le fascisme même. Donc, l'Italie perdit quelques territoires au profit de la France. C'était Tenda, le Mont-Cenis, le Mont-Ginevre, tout ça, mais c'était des petits territoires qui passèrent à l'Italie. Là aussi, il y eut un petit exode de citoyens italiens, mais c'était presque négligeable par rapport aux pertes des territoires de l'Est. Toute la Vénétie julienne, l'Istrie, les îles, la ville de Fiume, la ville de Zadar, et au milieu, les traités libres, le territoire libre de Trieste, divisé en deux zones, la zone A avec la ville de Trieste et la zone B. Et là, il y a eu dans la zone A l'administration anglo-américaine, dans la zone B l'administration yougoslave, et en 1954, il y eut ensuite la décision des Anglo-Américains et des Français de transmettre l'administration de la zone A du territoire libre de Trieste à l'Italie. Donc, ce fut qu'en 1954 que le drapeau italien revint dans la place de l'unité d'Italie et Trieste redevint ville italienne, tout en ayant toujours été italienne par l'esprit, par le moral et par le cœur, bien sûr. Voilà donc cette histoire si tragique, mais bien sûr il y eut, pendant la guerre froide et après la guerre mondiale, un transfert massif des populations de l'Est à l'Ouest. Non seulement qu'en Italie, dans toute l'Europe, il y eut de grands transferts de population. Près de 20 millions de personnes se déplacèrent. Les Russes, ils furent à occuper le nouveau territoire de l'Union soviétique. Les Polonais de l'Est se transférèrent dans le nouvel État polonais. Les Allemands de l'Est et de vallée du Danube se firent en Allemagne, de l'Allemagne en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Et les Italiens de l'Istrie, de Quarner et de la Dalmatie, ils s'installèrent en Italie, mais en Italie, ils restèrent seulement quelques mois parce que l'Italie n'était pas prête à accueillir, à absorber, à intégrer ces milliers d'Italiens. Au moment où l'Italie était prostrée après la défaite, c'était le moment où l'Italie devait se retrousser les manches pour recommencer, pour reconstruire un pays qui était détruit après la Seconde Guerre mondiale. Donc ces gens qui arrivaient de l'Est représentaient un problème, et donc ils ne furent pas bien accueillis. Et c'est l'un des moments aussi le plus honteux de l'histoire italienne. Car il y eut la tragédie de l'Exode. Dans des conditions tragiques, ces milliers d'Italiens durent partir de Pola. Comme je vous ai dit, Pola avait 60 000 citoyens, dont la énorme majorité était italienne. Et après l'Exode, il n'y eut pas plus que 3 500 habitants à Pola. Donc de 60 000 à 3 500. Pola était une ville vide. Et la grande partie de ce citoyen, de ce ressortissant italien, qui ne purent pas rester en Italie, ils décidèrent de partir dans des pays très éloignés. C'était l'Australie, l'Afrique du Sud,
l'Argentine, le Brésil, le Canada, les États-Unis. Là où ils pouvaient recommencer une vie, mais bien sûr, c'était les déchirements de l'Exode. Et, mesdames et messieurs, en parvenant à la conclusion de cette histoire si triste et si émouvante, il faut peut-être dire qu'il y a plusieurs comparaisons possibles dans l'histoire de l'Europe. Ce n'est pas que les Italiens qui ont qui ont dû accepter ces vicissitudes et ces destins si tragiques. Il y a eu plusieurs peuples en Europe qui ont dû accepter l'exode et changer de résidence et perdre une partie de leur identité culturelle, linguistique, bien sûr. Et une mémoire partagée. Oui, mais M. Romani a évoqué des gens qui aujourd'hui même essayent de nier ce qui s'est passé, qui essayent de réduire la portée. Il y a d'un côté, bien sûr, le point de vue des Yougoslaves. Aujourd'hui, il n'y a plus de Yougoslavie, il y a la Slovénie et la Croatie. M. Romani a évoqué aussi les violences italiennes et fascistes pendant l'époque du fascisme. Donc il y a eu bien sûr des vengeances. Il y avait un désir de vengeance de la part des Yougoslaves. Mais il faut dire, de façon tout à fait neutre et honnête, que les actions militaires italiennes en Yougoslavie pendant la Seconde Guerre mondiale ont été très dures. Plusieurs résistants yougoslaves ont été fusillés. Il y a eu des camps de prisonniers, comme dans l'île de Arbe, où plusieurs prisonniers yougoslaves sont morts, mais non pas parce qu'ils ont été exterminés dans le cadre d'un dessein de nettoyage ethnique, mais parce qu'il y a bien sûr, il y a eu un manque de nourriture et de ressources à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on n'a jamais trouvé dans les documents italiens un document visant à réduire la présence ethnique yougoslave. Il est bien vrai que Mussolini avait prononcé des discours racistes, et notamment à Trieste, le 19 septembre 1938. Il dit il y a des supériorités écrasantes. Des supériorités écrasantes. Bon, il pensait que les Italiens étaient meilleurs par rapport aux Slaves qui étaient des populations inférieures. Mais il n'y avait pas eu de solution finale. On n'a jamais trouvé un document, une réunion dont le but était celui de dire il faut exterminer les populations yougoslaves. Donc, notre point de vue, le point de vue italien, est le suivant. Il y a eu ces massacres qui ont largement dépassé en vigueur ce qui s'est passé avant. Et c'est pourquoi il faudrait qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse ensemble. Et on n'y réussit pas. Il y a toujours des questions ouvertes. Quelles sont les questions ouvertes? Tout d'abord, il y a la question des indemnisations. Les Italiens qui partirent, ils perdirent tout ce qu'ils avaient, leurs propriétés, leurs maisons, leurs entreprises. Mais ils perdirent le contact avec leur village, avec les cimetières où les aïeuls étaient enterrés. Ils perdirent le contact avec leur terre. Ils se déplacèrent en Italie et ils furent repoussés par les Italiens. Il y avait des stéréotypes. Quels étaient les stéréotypes? Ceux qui restèrent, parce qu'il y a eu 30 000 Italiens qui sont restés en Istrie et qui ont accepté de vivre sous le régime communiste yougoslave. Et plus que 300 000 quittèrent ce territoire. Alors les stéréotypes étant, ceux qui sont partis, c'était des fascistes. Ceux qui sont restés, c'était des communistes. Voilà une explication superficielle et bien sûr inacceptable. Il y avait bien sûr des fascistes qui étaient partis et il y avait bien sûr des communistes qui sont restés.
mais il y avait une grande partie de la population qui n'était ni fasciste ni communiste, et qui, comme le dit le grand historien italien Renzo De Felice, qui a écrit une biographie monumentale sur l'époque du fascisme, il dit au milieu, il y avait la zone grise, c'est-à-dire les Italiens qui, bien sûr, visaient à survivre, et qui n'étaient ni forcément fascistes, ni forcément communistes. Et ces Italiens-là ont été offensés par l'attitude de l'État italien. Pas d'indemnisation, ou 10% par rapport à ce qu'ils avaient perdu, et pas d'intégration dans les tissus sociaux italiens. Honte. Les divisions entre ceux qui restèrent et ceux qui partirent. Aujourd'hui aussi, on a du mal, il y a les associations de ceux qui sont restés, les associations de ceux qui sont partis. Ils ne s'entendent pas bien. Ils s'accusent réciproquement. Vous êtes des fascistes, vous êtes des communistes. À l'époque où le fascisme n'existe plus, et même les communistes presque en Europe n'existent plus. La transparence. Mon professeur de physique, quand j'étais élève à la faculté d'ingénieur à Trieste, parce qu'avant de poursuivre une carrière dans les sciences politiques, dans l'histoire des relations internationales, moi j'avais commencé ma carrière universitaire dans la faculté d'ingénieur. Et j'avais un professeur qui était un exilé de l'Istrie, de Pirano. Et il m'a dit, il était assez âgé, il m'a dit, tu sais, moi je suis venu là il y a 40 ans, et je commençais à travailler à Trieste, mais ma maison est là, à Pirano. Et moi je n'ai qu'un rêve, c'est celui de pouvoir racheter ma maison pour pouvoir mourir dans ma maison et être enterré dans ma maison qui est là. Parce que ma patrie est là. Et il n'y avait pas de normes transparentes, et au niveau slovène et au niveau croate, pour l'acquisition de propriétés. Il y avait une résistance sous-jacente de la part des autorités slovènes et croates, dont le but était celui de conjurer la possibilité des Italiens de racheter leur propre propriété. Là aussi, c'était un élément dont il faudrait peut-être discuter. Les négations, on en a déjà parlé, et les tentatives de réduire la portée de ce massacre. Il est bien vrai qu'il s'agit de massacres honteux, et qu'il est bien difficile aujourd'hui de reconnaître cette honte. Mais c'est la vérité historique qui nous présente tout cela sur la table. On ne peut pas cacher tout cela, on ne peut pas faire semblant d'ignorer tout ce qui s'était passé. Et ce n'est pas pour recommencer à pleurer à l'égard des autres, parce que nous, on a perdu la guerre. Mais quand on parle aujourd'hui des droits de l'homme, il est bien vrai que pendant la guerre, il n'existe pas de droits de l'homme. Mais quand aujourd'hui on parle de droits de l'homme, et on se veut les artisans d'une Europe intégrée, moderne, avancée, il faudrait reconnaître tout ce qui s'est passé avant, et peut-être décider ensemble de formes d'indemnisation à l'égard de ceux qui ont été les victimes de tout cela. Il faut une mémoire partagée dans le cadre de l'Union européenne. Il y a eu dans les dernières années des émissions, des films qui ont été créés, Il cuore nel pozzo, il y a 15 ou 20 ans, où on a commencé à parler des foibles. Parce que vous savez, les Italiens du Sud, les Italiens de Naples, les Italiens de Rome, les Italiens de Palerme, de Bari, et même de Turin, ils ne connaissent pas tout cela. Parce que cette partie de notre histoire n'a pas été marquée dans les livres d'histoire. Dans l'école supérieure, on apprend l'histoire, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y avait aucune page qui évoquait cette tragédie des populations italiennes, en Italie même. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce silence? Cette loi du silence si lâche, qui en quelque sorte a ôté une connaissance qui aurait permis au moins d'honorer la mémoire de ces victimes. Et les gouvernements italiens ont expliqué tout ça, parce qu'il ne fallait pas trop déranger Tito. Il ne fallait pas trop, en quelque sorte, gêner le gouvernement de Tito, parce qu'on était acheminé
vers une sorte de coopération internationale et que la Yougoslavie avait abandonné Staline en 1948. Donc la Yougoslavie de Tito était devenue sympathique aux yeux des Occidentaux. Donc il ne fallait surtout pas gêner ce genre de relations pour des intérêts supérieurs. Magazzino 18, un spectacle de théâtre que vous pouvez carrément regarder sur YouTube de façon totalement gratuite. C'est un spectacle qui a été joué par Simone Cristicchi, tout seul, dans les théâtres de l'Italie, et qui a ému des milliers d'Italiens, puisqu'il a reconstruit toute cette histoire qui était largement inconnue. Et très récemment, il y a eu un film, Redland, Rosso Istria, qui évoque l'histoire tragique de Norma Cossetto, cette jeune fille de 23 ans qui a été l'objet de violences intolérables. Il y a eu d'autres livres qui viennent d'être publiés sous le 10 février, des Foibe jusqu'à l'Exode. Donc, on arrive à une conclusion. La mémoire est sans doute une source précieuse pour la recherche, pour reconstruire ce sens d'identité, pour nourrir une conscience de paix, dont on a besoin, bien sûr. Mais encore faut-il qu'on puisse s'asseoir de façon très sereine, ensemble, et écrire ensemble un livre d'histoire qui n'existe encore pas. Qui n'existe pas. Il y a quelques années, j'étais à Trieste, c'était en 2010, et en 2010, le président de la République italienne, M. Giorgio Napolitano, avait eu une très bonne idée. Il dit, eh bien, le 2 juillet, on va organiser à Trieste le concert de la paix. C'est quoi le concert de la paix? Je ne veux pas de discours. Je veux une grande orchestre, entière de musiciens italiens, entière de musiciens slovènes, entière de musiciens croates. Et dirigé par Riccardo Muti, on va jouer de la musique européenne, c'est du Beethoven, ensemble. C'est la musique de la paix. C'est l'hymne de l'Europe. Et c'est une très belle idée. Mais vous savez ce qui s'est passé? Alors, il y avait le président de la Slovénie qui appelait M. Napolitano. Il lui dit, mais Monsieur le Président, mais merci pour votre invitation. Et en plus, vous avez organisé tout ça le 12 juillet. Mais vous savez, le 12 juillet est une date très importante pour les Slovènes. Et M. Napolitano n'était pas au courant. Il dit, mais pourquoi? Parce que le 12 juillet 1920, c'est-à-dire 90 ans avant, il y eut l'incendie de la maison de la culture slovène à Trieste par les nationalistes italiens. Et il y eut 4 morts slovènes. Et alors, je viens avec plaisir à Trieste, mais puisqu'il y a une plaque qui rappelle cet incendie, je voudrais déposer un colonne de laurier et je vous invite à venir avec moi pour déposer une colonne de laurier pour honorer la mort de ces 4 citoyens slovènes. Et M. Napolitano de dire, Monsieur le Président, bien sûr, avec plaisir. Et comme on est ensemble là, à ce moment, je vous propose de venir avec moi à la Foiba de Bazovica, où il y a le centre de documentation, pour déposer une couronne de laurier ensemble pour évoquer les milliers d'Italiens qui ont été victimes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quelle fut la réponse du président slovène? Non, je ne viens pas avec vous devant la Foiba de Bazovica. Et ceci provoqua un accident diplomatique. On ne savait vraiment pas trop quoi faire à ce moment-là. Et il y eut une solution un peu de rattrapage, c'était celle de, bon, alors on ne va pas à la Foiba de Bazovica, mais on va honorer les monuments à l'Exode qui se trouvent devant la gare centrale de Trieste. Mais plusieurs citoyens triestins furent blessés par cette attitude de l'administration slovène qui ne voulait pas reconnaître la responsabilité à l'égard des Foibe. Donc c'est l'histoire d'aujourd'hui. Et voilà l'intérêt d'instituer une journée de la mémoire italienne dont le but est celui d'en discuter. Et je vous demande pardon si j'étais si long, mais je n'ai pas eu vraiment la possibilité d'être plus concis et court. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.